Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir lors de cette table ronde. C'est un moment privilégié de réflexion et qui sera aussi d'échange sur une thématique fondamentale, le management des ressources humaines. Alors, nous remercions la conférence de Monsieur Dupuis, brillante, sur laquelle nous allons poursuivre la réflexion, donc en live, bien évidemment. Nous allons partager au cours de cette table ronde trois questions clés, trois questions majeures, et puis questions-réponses à la fin. Et donc, je vous invite déjà à préparer vos questions, parce que l'interactivité sera très importante. Alors, en introduction, selon un des derniers rapports Gallup, qui est une instance de sondage international sur les relations humaines, 10% des salariés sont engagés, 71% sont non engagés, et 19% sont désengagés dans nos entreprises d'Europe de l'Ouest. Ce qui veut dire, pour ceux qui ont fait l'addition, que 90% des collaborateurs de nos entreprises ne sont pas engagés. La faute à un leadership défaillant par rapport aux attentes des collaborateurs. Et pourtant, quel manager vous êtes, vous serez, ne rêve pas d'avoir une équipe épanouie et performante pour répondre aux attentes des clients, les satisfaire et bien sûr atteindre vos objectifs. La pandémie, bien sûr, a impacté très fortement le secteur CHR, soit. Mais finalement, la pandémie n'a fait peut-être qu'accélérer ce qui était déjà là dans notre monde, qui est un monde que l'on appelle VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Quel mode de management adapter? Quelle image employeur développer? Comment prendre davantage en compte les souhaits des équipes? Comment attirer les collaborateurs? Comment fidéliser les talents? Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants de grande qualité qui vont pouvoir échanger sur les trois questions que je vous ai citées préalablement. Au nom de l'école hôtelière Vatel, nous remercions chaleureusement nos trois intervenants. Camille Montagne, sur votre droite, vatélienne Bordeaux, et oui, et elle a complété par un master RH à l'IAE de Toulouse, et aujourd'hui est responsable au sein de l'hôtel Intercontinental et Crown Plaza à Genève, de travailler sur le bien-être des collaborateurs. Quelles conditions de travail mettre en œuvre pour être dans le bien-être? Et finalement, si le lieu de travail devenait un lieu de vie. Voilà, nous écouterons avec une grande attention ce que vous allez nous dire sur ce que vous faites, ce que vous préconisez dans votre établissement. Lorana Gardet, que nous remercions, qui remplace dignement Olivier Bracard, qui est Covid positif et qui a confié à Lorana la responsabilité de le représenter. Alors, vous avez la responsabilité de l'engagement au sein de la société OSCO. OSCO est une entreprise internationale qui développe un concept unique de connexion entre les professionnels qualifiés, les employeurs et les écoles hôtelières dans un seul et même réseau. C'est quelque chose d'unique et de particulier, peut-être vous en direz un mot tout à l'heure. Vous êtes au cœur du réacteur, en fait, pour nous faire part des attentes des différentes parties prenantes professionnelles du CHR, et vous nous présenterez les tendances sûrement qui sont à prendre en compte. Alain Raluy, merci de votre présence. La complémentarité dirigeants et DRH est un levier essentiel pour bâtir les stratégies RH gagnantes. Vous êtes le mieux placé en tant que président du comité des DRH au sein du club des dirigeants de l'hôtellerie internationale et de prestige afin de dégager l'essentiel au cœur de l'important. Quelles sont les remises en cause et les perspectives des dirigeants pour faire face aux nouveaux enjeux RH du secteur CHR? Ce sera votre lourde responsabilité de cette fin de matinée. Alors, première question que je vais commencer à poser à Camille. Finalement, ce n'est pas la première fois que recruter et fidéliser font partie des enjeux managériaux du CHR. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Mais aujourd'hui, quels éléments distinctifs sont à prendre en compte concernant l'attractivité des collaborateurs et la fidélisation des talents? Finalement, qu'est-ce qui est de différent aujourd'hui par rapport à hier?
Donc on a vu tout au long de l'intervention de monsieur Dupuis qu'effectivement la crise, on va dire, pour le recrutement et l'attractivité dans l'hôtellerie, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas du Covid, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. Déjà, les salaires qui sont plutôt bas en hôtellerie, hein, j'espère que je ne brise pas votre rêve, et également le métier qui est quelquefois peu valorisant. Mais aujourd'hui, après donc, le Covid, j'imagine, on se rend compte effectivement, comme a dit aussi monsieur Dupuis, qu'on cherche, vous cherchez, on cherche tous plus d'autonomie. On cherche aussi un sens à notre travail. C'est ce qui a beaucoup changé, je pense. On cherche à avoir du sens, à avoir davantage de responsabilités. Bon, pour moi, en tout cas, c'est effectivement ce qui aujourd'hui change. On a aussi un besoin, je prends mon téléphone parce que j'ai mes notes dessus. En fait. Aujourd'hui aussi, on a votre génération, ma génération et votre génération, madame, monsieur, hein, sans... Voilà. Non, on a des envies différentes. Vous n'allez pas rester, ou peut-être que si, d'ailleurs, si vous êtes heureux, c'est ce que je vous souhaite, 20 ans dans le même hôtel ou dans la même entreprise. Vous allez commencer quelque part et peut-être faire un autre métier. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert là-dessus et on a vraiment besoin de temps libre pour nous développer, de temps pour nous. Donc c'est pour moi ce qui change par rapport à avant. Très bien. Parce que... Donc salaire bas, plus de responsabilités et en même temps du temps libre. Tout à fait. Donc voilà une équation sur laquelle on pourra revenir après la présentation du point de vue de Lorana. Donc pour vous, au regard de votre activité, quels sont ces éléments distinctifs que vous voyez? Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment que les hôtels, les restaurants dans le monde entier ont été choqués par la crise Covid. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. En France, on avait de la chance. Le gouvernement avait mis en place beaucoup d'initiatives. Quand on regarde l'Europe du Sud, on va dire, et la France, il y avait beaucoup d'initiatives qui avaient été mises en place par les gouvernements pour sauvegarder l'emploi. Sauf que, comme l'a dit M. Dupuis, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient une vie, qu'il y avait des week-ends, même si on était en confinement, même si on était enfermés, puis après les restaurants fermés n'ont pas réouvert. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient une vie, travailler 40 heures sur 3 jours et en fait faire ensuite 40 heures d'heures supplémentaires non payées, ça ne marchait plus. L'hôtellerie, on a tendance, moi je suis une hôtelière, pas un analyste, on a tendance à rester beaucoup sur nos acquis, à ne pas évoluer parce qu'on compte sur des gens qui sont passionnés. Et c'est facile en fait au final de compter sur des gens passionnés parce qu'on peut leur faire ce qu'on veut. Et ça, c'est pas très juste. C'est pas très juste non plus que les écoles hôtelières soient parmi les plus chères et qu'au final, on a des salaires qui ne soient pas très hauts. D'accord? Où il faut mettre 10 ans pour bien gagner sa vie. Donc ça, non plus, c'est pas très juste. Et en fait, cette crise Covid, pour nous, c'est une opportunité. On le voit, ça met un peu de temps à bouger, mais ça fait changer. Il y a des initiatives super qui se passent. En France, il y a des restaurants qui montent les salaires d'un coup, mais il n'y a pas que les salaires, en fait. Les gens, effectivement, comme Camille l'a dit, veulent non seulement une meilleure reconnaissance salariale de leur travail, bien entendu, mais aussi une autre sorte de reconnaissance qui soit plus du feedback on the go, des choses comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est en train de faire changer notre industrie. Il faut que... Enfin, l'hôtellerie, après, je vous rassure, hein, c'est un phénix. Hein. Moi, j'ai vu la crise de 2008, de la même génération, qui avait foutu un énorme coup aussi à l'hôtellerie en passant. Ça avait changé drastiquement. On a beaucoup travaillé sur les marques employeurs à ce moment-là, puisqu'il fallait fidéliser des gens qui passaient d'un hôtel à l'autre en permanence. Et donc, ça va se réinventer également aussi. C'est un phénix, un peu l'hôtellerie. Et ça va marcher. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est dans une période de crise, de rupture entre ce qu'on offre et ce que veulent les talents. Voilà. Très bien. Merci pour votre éclairage. Monsieur Ralui, vous êtes je dirais, au cœur aussi des relations entre dirigeants et des RH. Est-ce que les éléments distinctifs sont perçus de la même façon côté direction générale des entreprises et côté direction des ressources humaines? Alors, un préalable déjà. Tout à l'heure, François Dupuis, en 1 heure, nous a fait un résumé fantastique et hyper clair de tous les points d'interrogation qu'on devait vraiment avoir en tête et pas simplement, effectivement, nous cantonner aux 2 années qu'on vient de vivre, qui sont des années de crise. Mais donc, je crois que c'était parfait. Merci à vous. C'était tip-top et j'ai beaucoup apprécié. On s'est déjà croisé quelques fois, mais c'est vrai que toujours au top. Bon, premier point. Alors maintenant, si je regarde un petit peu ce qui se passe en termes d'entreprise, ne soyons pas naïfs. Aujourd'hui, tout doit se retrouver quand même dans un cadre économique
maîtrisée. Qu'est-ce qui caractérise notre métier aujourd'hui? C'est des entreprises propriétaires, fonds de pension, émirats, peu importe, propriétaires d'établissements et qui ont besoin de servir des dividendes ou simplement permettre de payer leurs intérêts d'emprunt. Des sociétés gestionnaires, toutes les marques qu'on connaît, qui se sont toutes d'ailleurs désengagées progressivement de leur métier. Vous avez des groupes qui étaient gestionnaires et exploitants, mais ils ont vendu leurs établissements pour effectivement ne rester qu'exploitants. Et rester exploitant, ça veut dire être là au quotidien, confronté au binôme client-propriétaire. Et là, l'équation est très très complexe. Elle est complexe parce qu'on a de moins en moins de clients. D'une part parce que l'offre s'est élargie, parce que d'un seul coup, on a perdu 100 millions de clients qui venaient de Chine, paraît-il. On ne les a pas vus, ceux-là. Hein. Et ils ne sont pas venus dépenser 2 000 € par jour, comme on pensait qu'ils le feraient, peut-être plus chez Louis Vuitton que chez nous. Mais toujours est-il que cette difficulté-là, aujourd'hui, on la rencontre. Et du coup, ça nous oblige, vraiment, et là je vois direction générale des RH, tout mon domaine, ça nous oblige effectivement à repenser complètement ce que nous devons faire en termes d'organisation, c'est vrai, trop de process, trop de processus, c'est parfaitement juste. Nous sommes noyés par des back-office dont la valeur ajoutée n'est pas suffisante. Et ça, il faut vraiment le combattre. Combattre, ça veut dire peut-être externaliser, simplifier, regarder autrement les choses. Mais manifestement, ça c'est un élément déjà qui nous pénalise. Deuxième élément, effectivement, il faut reconquérir les clients. Et on ne le fera pas comme on l'a fait pendant des décennies en disant nos produits sont merveilleux, nos produits sont splendides, regardez comme notre marque est belle, regardez comme nos programmes de fidélisation sont fantastiques, tout ça est suffisant pour attirer les clients. Forget it. Oublions. Aujourd'hui, le client, c'est quelqu'un qui cherche tout seul, comme un grand, sa destination, son lieu de vie, le prix qu'il va vouloir payer. Et ça nous met dans des situations où la relation entre le client consommateur, le gestionnaire et le propriétaire sont tendues. Alors, ne perdons pas le fil, il y a toujours des problèmes économiques au milieu de tout ça, et ça, je pense, c'est un point clé, et du coup, ça nous amènera tout à l'heure, effectivement, à penser ce que nous devrons faire, effectivement, différemment par rapport à nos équipes, par rapport à nos collaborateurs. On aura besoin, effectivement, de compétences différentes de celles qu'on a jusqu'à maintenant, pendant lesquelles et pour lesquelles peut-être nous sommes encore trop préparés, trop formés, trop orientés, peut-être trop techniques, et pas assez, effectivement, dans la dimension de l'adaptation au quotidien du client. C'est un phénomène de fait, un phénomène clé celui-là. Il faut effectivement qu'on soit très vigilant là-dessus. Mais il va falloir aussi effectivement penser à d'autres aspects comme détruire nos échelles hiérarchiques à 8 niveaux. Dans des établissements de notre club, quand je vois encore, alors tout à l'heure on parlait de chef, de quart de chef, de huitième de chef, mais ce n'est pas qu'une boutade, c'est une réalité. Et ce qui fait la différence entre un premier commis de cuisine et un commis, c'est 30 €. Pourquoi 30 €? Pour simplement avoir la paix. C'est une erreur. Il faut quand même regarder effectivement aussi ce que sont effectivement les empilages d'eau. Donc, simplification des organisations, diminution des échelons hiérarchiques. Alors, ça va avoir d'autres effets, mais du coup, ça va pénaliser un petit peu nos progressions, nos aspirations à des changements. Mais attention, ne rêvons pas. La gestion des carrières, qui a été quand même, effectivement, moi, ça a été mon fonds de commerce pendant des années. Et permettre la mobilité internationale de gens qui étaient prêts à bouger d'un endroit à un autre, qui étaient prêts à changer de métier. Attention, aujourd'hui, quand on a 20 ans, 22, 23 ans, on a une vision professionnelle qui n'est pas celle que vous aurez quand vous aurez 10 ans de plus. Parce que vous aurez d'autres aspirations, d'autres besoins, d'autres envies. Et cette conjugaison de facteurs, c'est effectivement ce dans quoi nous devons nous battre aujourd'hui dans la fonction RH pour aussi convaincre au-dessus de nous, à côté de nous, nos DAF, quelle population, nos DG, quelle population, et puis d'autres, hein, que le bien fondé de nos entreprises sont d'abord et avant tout des compétences alors je vais dire un mot grossier, hein, de bipèdes, non, d'hommes et de femmes, qui effectivement travaillent pour nous, nous entrepreneurs, et qui effectivement y trouvent un intérêt et du plaisir. Alors, on parlait de passion tout à l'heure, intérêt, plaisir, passion, l'équation n'est pas simple, mais je pense qu'on aura tout à l'heure des éléments d'approche pour simplifier ça. Ce qui est intéressant hein, chez chacune et chacun d'entre vous, c'est que vous ayez aussi cette réflexion, qu'est-ce que vous attendez vous hein, qu'est-ce que vous attendez de votre futur employeur? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de votre manager?
car c'est une relation qui est double, hein. Il y a à la fois problématique entreprise, mais il y a aussi votre problématique à vous. C'est comment aussi vous construisez hein, votre vie professionnelle, comment vous vous projetez également et qu'est-ce que vous attendez de façon concrète. Et vous en parlerez tout à l'heure, il faudra oser hein, en parler aux professionnels qui sont là. Quelles sont vos attentes? Est-ce qu'elles sont aussi réalisables ou pas? Camille, sur cette première question, pour vous, s'il y avait un point, le point de vigilance majeur dans ce diagnostic que nous faisons, ce serait lequel? Je dirais ce que vous avez précédemment dit sur la formation. Effectivement, c'est très important, comme on l'a souligné plusieurs fois, vous ne ferez pas le même métier toute votre vie. Je vous le souhaite. Vous allez évoluer. Donc il faut, je pense, à mon sens, que l'entreprise que vous allez choisir, et qui va vous choisir également, vous forme, vous fasse confiance. Cette formation ne va pas forcément être uniquement pour gravir l'échelle verticalement, mais aussi horizontalement. Vous allez peut-être passer d'un service à un autre. Vous allez commencer night audit et finir un commandite, par exemple, plus au service comptable. Voilà, donc vraiment ne pas se fermer là-dessus. Je dirais également que les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour, on va dire, accompagner ou adoucir également la vie personnelle des salariés, puisqu'on a compris, on n'est pas juste des bipèdes, hein. On est également des hommes et des femmes, on a une vie à côté, même à vos âges, je suis sûre que vous avez plein de choses à faire à côté quand vous rentrez. Bon, je ne me trompe pas apparemment. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple concret, Intercontinental Genève et Kronplaza Geneva, on est en train de travailler sur un système de 4 jours par semaine, 3 jours, 4 jours de travail par semaine, 3 jours de repos. Puisque, donc, en Suisse, l'heure hebdomadairement, on fait 42 heures. En France, c'est 39 pour vous. En Suisse, on est à 42. Et on sait de toute façon que les salariés vont faire des heures supplémentaires. On est dans l'hôtellerie. Donc, ce qu'on a décidé de faire, et ce qu'on va faire, c'est de travailler à peu près 10h30 sur ces 4 jours-là et d'avoir 3 jours de repos. Donc, je pense effectivement que ça vous donne, vous, une idée de ce qui est possible de faire en hôtellerie et restauration. On a également, suite à ce diagnostic-là, des labels. Par exemple, Great Place to Work, vous en avez tous entendu parler, j'imagine, et c'est des labels qui permettent de se conformer et de garantir aux salariés que c'est une place de travail où il fait bon vivre. Voilà. Pardon pour le temps que j'ai. Non, c'est très bien. Alors, sur le diagnostic, Lorana, est-ce qu'il y a un point particulier sur le diagnostic que vous souhaiteriez mettre en avant? Je pense qu'il faut se rendre compte que la situation, elle n'est pas nouvelle. Que des initiatives comme celle de Camille vient de dire, c'est des initiatives qui se font de plus en plus dans le monde du travail. La semaine de 4 heures, Mandat Oriental, je crois, est en train de revoir tout ça dans tous leurs hôtels dans le monde entier, donc ça c'est chouette. Si on reprend Intercontinental, IAG en Australie, pour la flexibilité et la mobilité, c'est une de nos initiatives préférées. Eux, ils ont, en fait, on est recruté par 40 hôtels et on peut choisir le shift qu'on veut dans l'hôtel qu'on veut au moment où on veut. Et en fait, on peut bouger comme ça. Ça, c'est cool. Parce que du coup, il y a d'abord une flexibilité au niveau du temps de travail, mais il y a effectivement une flexibilité au niveau de la mobilité géographique. Et quand on veut, je sais pas, moi, traverser l'Australie en 6 mois en camping-car, c'est plus sympa de pouvoir pick up a shift on the go. Et puis, comme ça, on peut travailler, se faire des sous et repartir. Il faut avoir un visa, et il faut avoir fait des entretiens avec un des hôtels, et on est bon pour les 40 du groupe en Australie. Il y a des choses comme ça qui se font. Je pense qu'il faut retenir, c'est que l'hôtellerie est une entreprise, une industrie qui est résiliente, on va dire, et les employés sont des gens passionnés. Donc, à un moment donné, il y a forcément une issue à la crise. Mais il faut des initiatives, et il faut que les futurs, les talents, vous, en fait, soyez un peu plus exigeants. Il faut savoir se faire entendre aussi, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions à votre place. Si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas ce qui va pas, on ne peut pas le faire à votre place. Je vous encourage à lire, il y a le World Travel and Tourism Council qui a sorti tout un rapport il y a 15 jours sur comment ça se passe, les choses qui ont été mises en place, et le shortage de staff au niveau spécifiquement européen, qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens, en France, si on regarde les chiffres, il manque 200 000 personnes dans l'hôtellerie. Il y en a 100 000, en fait, c'est des gens comme vous qui ne sont pas venus rejoindre l'hôtellerie. Et il y en a 100 000, c'est des gens qui ne sont pas revenus. D'accord, ils sont en chômage partiel, ils ont le temps de faire autre chose, de faire des formations, et parler de formation. C'est chouette la formation, il n'y a pas de problème. Par contre, à un moment donné, il faut vraiment que les hôtels et les restaurants trouvent une balance entre la formation dont ils ont besoin, pour amener les talents au niveau où ils en ont besoin, et la formation pour accompagner ce que les talents veulent faire.
Et là, il y a vraiment une balance, un équilibre à trouver. C'est beau de faire de la formation, mais il ne faut pas que ce soit ciblé uniquement pour l'intérêt de l'entreprise. Et ça, c'est à vous aussi de vous faire entendre, pas le faire à votre place. Très important ce qu'il vient de dire. Je crois que là, c'est une relation bipartite, comme on dit. Et c'est à vous à exprimer aussi vos besoins, si vous voulez que l'entreprise l'entende. Ça, je crois que c'est vraiment important. Monsieur Ralui, quand vous écoutez les dirigeants, est-ce que le secteur CHR est en danger par rapport à ce diagnostic? Alors, je prends ma casquette de DRH. La casquette de DRH, aujourd'hui, je la prends parce que nous sommes aussi dans un secteur contraint par des obligations réglementaires extrêmement précises et lourdes. Et ça, que vous soyez en France, que vous soyez n'importe où ailleurs, vous avez des procédures réglementaires propres à chaque pays qui limitent finalement un certain nombre de choses. Bon, parler d'Australie, qui a été un mythe extraordinaire, il fallait y aller, il fallait découvrir ça, etc. Et puis après, on s'est rendu compte que l'Australie, comme tous les autres, mettait effectivement des barrières en place. Et je ne parle pas que d'un tennisman célèbre ces derniers jours, qui n'a pas pu jouer. Ok, mais ça, c'est pas grave pour lui. Donc, chaque pays, effectivement, édicte ses règles, et ces règles, effectivement, elles constituent un obstacle à la mobilité internationale. Alors que nos métiers ont toujours été considérés comme des métiers de la mondialisation. Autrement dit, on pouvait faire une carrière et un développement de vie à travers 2, 3, 4, 8, 10 pays. Bon, je suis un mauvais exemple, moi j'ai bossé dans plus de 60 pays dans le monde, donc je ne suis pas un bon exemple. Mais j'ai construit ma carrière par l'international. Et aujourd'hui, je sais très bien que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible à la fois pour des raisons administratives, contrats, visas, etc., mais aussi pour des raisons économiques. Si demain vous voulez bosser à Shanghai, vous serez rémunéré au niveau de Shanghai. On n'a plus la politique de l'expatriement qui a été géniale pendant des décennies et qui a permis effectivement de construire des carrières, des épargnes, qui permettaient de vivre. Ça fait même si qui joue. Donc aujourd'hui, aller bosser à Shanghai, à Chicago ou ailleurs, c'est d'abord, est-ce que j'ai une possibilité administrative d'y accéder? Deuxièmement, dans quelles conditions est-ce que j'y serai accepté? Et conditions, c'est aussi des points de repère que le DRH doit toujours avoir en tête, c'est attention, santé, protection des salariés. Alors, quand on est jeune, pas de problème, on n'est jamais malade. Oui, enfin, pour le Covid, nous a un petit peu donné l'inverse comme position. Donc, à partir de là, c'est tout ce côté, effectivement, individuel de la protection personnelle, de l'avenir. Construire son avenir, c'est pas simplement dire « je vais franchir 4 échelons en 10 ans », c'est comment et tout ça me sert à. Alors, je viens à l'information. Le long life learning, ça doit devenir effectivement un leitmotiv permanent, mais pas simplement des entreprises. Ne comptons pas simplement sur l'entreprise pour effectivement vous donner toutes ces possibilités de formation et de progression. C'est coûteux, donc la boîte n'a pas forcément les moyens de vous le payer, et en plus, elle voudrait être sûre et certaine que vous êtes le bon pari, le bon cheval, si j'ose dire. Est-ce que je vais accepter de parier sur vous, individuellement? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Si je cherche un talent, ce n'est pas un talent collectif, c'est du pont, du rang, du lac. Cela m'intéresse, mais donc il ne faut pas que je me trompe. Alors, la fonction RH est déterminante. Elle va accompagner le middle management pour déterminer et définir les vrais talents. Et ces vrais talents, est-ce que je vais continuer? Est-ce que j'accepte d'investir? Pendant combien de temps et pourquoi? Alors je sais très bien que vous n'êtes pas ficelé à l'entreprise. Et que demain, vous pouvez tout à fait, effectivement, me quitter pour aller ailleurs. Alors, est-ce que je vais accepter, moi, de m'engager sur une période donnée pour vous faire... Non, alors, le long life learning, c'est une partie entreprise et une partie, vous voyez mon signe, peut-être plus grande, de votre propre volonté, votre propre détermination à vous développer. Alors, vous développez vers quoi? Vers des techniques? Non. Non, vers justement tout ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est-à-dire votre propre maturité personnelle au service des clients, bien sûr, de l'entreprise et des équipes que vous pourrez diriger. C'est là que ça se situe. Donc, prioritairement, c'est ça. Long life learning, oui, mais avec une proportion beaucoup plus large d'engagement personnel que d'engagement de l'entreprise. On a bénéficié des financements par les entreprises relayés par des OPCO, relayés par des fonds nationaux de l'emploi, des fonds européens, etc. C'est bien oui, tout ça, mais ça, c'est un peu tari. Donc aujourd'hui, il faut effectivement revenir aujourd'hui à des engagements. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle?
Je suis en train presque de vous dire, et ça va vous choquer, que je crois de moins en moins au plan de carrière proposé par les entreprises. J'y crois de moins en moins. J'en ai bénéficié moi aussi. Hein. Bourlinguer aux quatre coins du monde, c'était je quittais Washington pour passer à Shanghai. J'en ai profité. C'est plus vrai aujourd'hui. Ça. Vous savez, votre plan de carrière, c'est vous qui vous le ferez, individuellement, par des étapes que vous franchirez, qui vous ferez grandir. L'entreprise vous donnera, si elle a identifié chez vous un bon talent, une bonne perspective de progrès, mais fidélisation, bon, c'est mes cheveux blancs permettent de le dire, quoi. La fidélisation, ce n'est pas forcément un élément sur lequel on a vraiment besoin en tant qu'entrepreneur d'investir. Il faut choquer un peu. Alors là, un pavé dans la mare. Ah, mais c'est comme ça. Gros pavé dans la mare ça, sur laquelle vous réagirez Sûrement. tout à l'heure. Hein, ça, c'est important de réagir. Ce qu'on est en train de vous passer comme message, c'est une notion de co-responsabilité. C'est-à-dire le côté consumériste du salarié qui attend que l'entreprise lui donne tout, est peut-être en train d'être révolu. C'est-à-dire si vous voulez gagner l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il va falloir aller la chercher. Et c'est cette co-responsabilité. C'est-à-dire que l'entreprise, à un moment donné, va venir vous apporter ce qui va vous manquer, et vous allez apporter à l'entreprise ce dont elle a besoin pour satisfaire ses clients. Et je crois que c'est cette relation qui doit s'instaurer avec un nouveau regard que vous devez porter sur l'entreprise et que l'entreprise doit porter sur ses collaborateurs. Alors face à ce constat, quelles sont les pistes concrètes sur 2002 qui sont à privilégier? Là, on rentre vraiment... 2022, je dis 2002 ? Ah, c'est un retour en marche arrière, c'est pas bon ça. Face à ce constat, quelles sont les pistes que vous privilégiez là, maintenant, sur 2022 ? Lorana. Bon, nous, personnellement, on n'est pas des employeurs. Vous préconisez. Voilà. Nous, ce qu'on préconise avec les hôtels et les restaurants avec lesquels on travaille, ça va vraiment... les gros groupes, c'est facile, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, la fidélisation, si vous voulez, quand vous êtes Intercontinental, IAG ou Marriott et que vous avez genre 25 marques, c'est facile la mobilité, d'accord? Une fois qu'on rentre dans un groupe, l'expatriation, effectivement, ça ne marche plus, sauf dans 2 cas. Il y a des territoires comme le Moyen-Orient qui offrent encore beaucoup de facilités au niveau des visas et où là, en fait, les entreprises sont obligées par les conventions locales d'offrir des conditions d'expatriation qui sont intéressantes, ou alors le hardship, donc le fin fond de l'Afrique, personne ne veut aller au final, le Nigeria, voilà, où les gens n'ont pas vraiment envie d'y aller, mais là, il y aura des vraies conditions d'expat, d'accord. D'autre part, les grands groupes, ils ont aussi des facilités de transfert, d'accord, puisqu'il y a, même si c'est pas forcément eux qui vont employer parce que c'est des fonds de pension qui détiennent les bâtiments, que le groupe va n'être qu'un exploitant au final, il y a des facilités de transfert. Donc il faut rentrer dans un groupe. Et là, en fait, les grands groupes sont hyper gagnants. Les petits restaurants et les petits hôtels indépendants, qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Au niveau de la fidélisation, de la mobilité et de l'apprentissage du long life learning, pas grand-chose au final. Et ça, c'est très compliqué pour eux. Alors, et puis on a un autre problème, c'est que l'industrie hôtelière est encore hyper frileuse sur l'investissement dans les RH. Par exemple, chez Osco, je sais pas, on va vendre à un hôtel qui a vraiment besoin de recruter, peut-être un abonnement à, je sais pas moi, avec 40 ou 50 offres d'emploi, on leur fait payer 50 €, c'est trop cher. Alors quand on va mettre 50 € dans une offre d'emploi, c'est quoi l'investissement que vous mettez dans vos RH en fait? Et là, c'est compliqué. Donc là, on est vraiment à un moment charnière en fait où il faut des investissements RH, tout le monde est conscient, tout le monde le dit, sauf que ces investissements ne se font pas. Et au milieu, il y a toute la population des futurs talents ou des talents actuels qui sont existants dans l'hôtellerie, qui sont un peu en suspens et qui ne voient pas l'investissement et qui n'ont pas envie d'y aller. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux où en fait, ça ne marche pas, quoi. Donc soit à un moment donné, il y a une rupture et ça recommence à marcher, ou alors on tourne en rond. C'est un peu au choix. Voilà, donc nous, ce qu'on préconise vraiment, c'est d'investir sur la marque employeur, c'est de se réunir, en fait, d'offrir des garanties. On discutait avec mon boss de cette conférence hier, et on parlait du fait que dans les petites entreprises, si elles se réunissaient en conglomérat, ça pourrait peut-être marcher, en fait. Peut-être qu'ils pourraient offrir les mêmes avantages qu'un grand groupe. Si nous trois, on a des restaurants et qu'on se met ensemble, en fait, on n'est plus restaurant A, B, C, on est le groupe de restaurants de Batel Bordeaux. D'accord? Et on peut mutualiser des services. On peut mutualiser un lifelong learning, on peut mutualiser du recrutement. Au lieu de payer Osco 50 € x 3 pour une offre d'emploi, on en paye une et on recrute pour
l'association des restaurants. Vous voyez ce que je veux dire? À 50 € toujours. Hein? À 50 € Ah ouais. toujours. Bien sûr, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mutualisations à faire en fait. Et il faut vraiment aider. Enfin, je pense que votre rôle peut-être, Camille, ça va, Intercontinental, 17 mars, je ne sais plus combien de milliers d'hôtels, ça va bien se passer en fait. Pour les plus petits indépendants avec lesquels vous travaillez, il y a vraiment un système de regroupement à faire, je pense. Et puis après, si on regarde la France, donc au niveau micro, parce que nous on travaille vraiment à l'international, en France, effectivement, c'est très compliqué de travailler. Enfin, moi, pendant le Covid, je suis en chômage partiel parce que j'ai un contrat français et je me suis intéressée au droit social français. J'avais jamais travaillé en France. Franchement, c'est incroyable tout ce qu'on apprend. C'est terrible. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment des barrières qui font qu'on ne peut pas bouger. Toutes les initiatives que les groupes ou les petits restaurants voudront bien mettre en place seront très compliquées à implémenter dans un système typiquement français. Donc là, je pense qu'il y a aussi un travail de lobbying à faire au niveau de l'institution gouvernementale pour qu'on puisse avoir plus de flexibilité. Il manque 200 000 personnes d'hôtellerie en France. Moi, sur la plateforme, on a 1,5 million de gens qui cherchent du travail. D'accord? Qui ne sont pas en France, sont en Inde, sont en Népal, mais qui veulent venir. Allez sur les venir. Puisque eux veulent travailler et que nous, on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas réussi à réattirer en fait les talents en France. Bon, c'est pas hyper Zemmour ce que je dis, mais... Mais attention aux élections, là. Mais bon, enfin, il y a des solutions, si vous voulez, si on ne regarde pas au niveau local, des réglementations. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a du boulot. Sauf que, il y a des barrières. C'est le fameux poids bureaucratique dont nous parlait M. Dupuis tout à l'heure. M. Rallu, vous voulez Je voudrais réagir par rapport à ces chiffres qui sont choquants quand même. Il y a plein d'éléments qui sont effectivement extrêmement à prendre en compte. Alors, petit 1, le club que je représente, ici, c'est 200 établissements en France, 4 étoiles, 5 étoiles et palaces, et c'est 37 000 équivalents temps plein. Bon. Donc, la réaction qu'on peut mener, c'est des réflexions effectivement de collectivité pour effectivement... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait fait appel à OSCO il y a quelques années pour essayer de trouver une solution. Bref, on ferme la parenthèse, c'est pas le point. Deuxième point, effectivement, nous participons aux négociations sociales en France. Moi, je vais 2 jours par mois, je suis au ministère du Travail pour essayer de faire avancer les choses. Alors, premier élément, les 200 000 emplois dont on parle qui nous manquent dans le secteur, mais il en manque aussi 150 000 dans le transport, il en manque, etc. Il y a plein de secteurs d'activité, l'aide aux personnes, etc. Donc, il y a plein de secteurs qui aujourd'hui sont en masse de recrutement et qui ont besoin d'identifier des ressources nouvelles. Alors, je n'oppose pas les millions de chômeurs, contingent le nombre d'emplois qu'on propose. Ça, c'est un faux débat franco-français, et ça, je l'oublie celui-là. En revanche, ce qu'il faut effectivement, c'est faire en sorte que les secteurs d'activité, les branches d'activité, puissent booster. Alors, quand je dis que je négocie, je participe aux négociations sociales, la première étape qui s'est passée le 16 décembre, c'est récent, c'est effectivement la révision de la grille salariale du secteur en France, et qui permet effectivement, alors les chiffres vous les connaissez, 16% d'augmentation de la masse salariale. Bon, alors en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que déjà, il a fallu effectivement ramener les minima au niveau légitime du SMIC. Alors la seule bonne démarche annoncée aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura plus de salaire en France inférieur à 105% du SMIC. Ça, c'est le seul élément, effectivement, sur lequel on peut... Et ça n'est qu'une partie de la négociation. La deuxième partie de négociation qui commence là, maintenant, début février, ce sont les conditions de travail. Et là, qu'est-ce qui se passe comme sujet? Alors, moi, j'écoute effectivement avec intérêt toutes les parties, le patronat, mais aussi les ouvriers, centrales syndicales. Qu'est-ce que j'entends à ce niveau-là? J'entends effectivement, d'abord, désolé d'être un peu juridique en matière de droit français, mais les partenaires sociaux se présentent en intersyndical. Ça veut dire qu'on n'a plus la CGT, la CFDT, FO1, on a l'intersyndical qui présente des, alors, entre guillemets, revendications communes. Alors, quelles sont-elles? Alors, il y a plein de choses. Petit 1, il y a les heures sup. Les heures sup. C'est un gros mot dans l'hôtellerie française, ça, les heures sup. Hein, on a toujours fait des heures sup, et puis on les a récupérées, enfin, ou pas, d'ailleurs, le RCR, etc. Bon, je passe ces trucs techniques de base. Bon. Bon, ces trucs-là, effectivement, aujourd'hui, ça devient un élément de revendication, dire quelque part, les heures travaillées sont des heures dues. Alors, quand on dit heures travaillées, ça ne veut pas dire heures forcément en attente. Le régime dit des équivalences,
vieille ressource aussi juridique qui nous concerne. On avait des durées de travail supérieures au temps légal, parce que j'en avais parlé de 42 heures en Suisse, 39 en France, c'est 35 le temps légal en France. Ça, c'est intéressant. 35. Ça veut dire exactement que c'est exactement le tiers du temps de travail qui était en vigueur au début du siècle dernier. Je passe. Bon, 15 heures par jour. Et c'est un détail. Bon, il a fallu 200 ans pour arriver à 35 heures. Je pense que ça va faire sourire M. Dupuy qui connaissait aussi bien que moi. Mais on est là-dessus. Donc ça veut dire que ce temps de travail de 35 heures, déjà quand on est à 39, on devrait déjà payer la majoration de 10% sur les 4 heures derrière. On a fait une étude récemment, on a constaté que ce n'était pas vrai. Il y a plein de boîtes qui ne payent même pas ces éléments-là. En France. Donc on a une partie du patronat, des petites boîtes peut-être des grosses, qui sont en dehors des règles de droit. C'est déjà anormal. Donc il faut déjà qu'on se mette complètement dans le droit fil des textes. Point. Deuxième élément, heure sup. Deuxième élément, ça veut dire effectivement, qu'est-ce qui va d'autre? Alors là, on va dire les week-ends. Les week-ends, on travaille comme tout le monde les week-ends. Hein. Ah non, vous étiez fermé hier. Donc ça veut dire effectivement que les week-ends, aujourd'hui, c'est des jours de travail considérés comme normaux. Non, demain, ils seront considérés comme des cas spécifiques. Donc, il va falloir effectivement compenser ou rémunérer. Le syndical va rémunérer. Jours fériés. Nos jours fériés. Ah ouais, nos machin. Bon. Alors ça, voilà. Donc c'est heure sup, c'est jours fériés, c'est pas tout. C'est effectivement aussi, derrière d'autres demandes encore, c'est la considération. C'est rigolo, ça, que les partenaires sociaux expriment le besoin de considération. Et là, ça veut dire qu'on a sûrement un douloureux problème, on le sait, hein, le management. Il est évident que la surprocessisation, les règles un peu historiques de ce métier, fonctionnement, la hiérarchie qui faisait qu'on était toujours, avant d'être chef, il fallait faire quart de chef, on avait grimpé, on était dans des silos de métiers, etc. Aujourd'hui, ça explose. Ça explose, et manifestement là, la notion de considération, c'est un élément où on va devoir recréer de la proximité. Qui s'était un peu écarté, distancé, parce que justement, j'avais une étoile de plus ou une barrette de plus que vous sur mon uniforme. Bon. Tout ça, ça devient effectivement des éléments. Alors, considération, heure sup, c'est pas tout. Respect de la planification du temps de travail. C'est ce que ça veut dire, ça aussi, chez nous. C'est, oui, il y a du monde demain, donc tu vas bosser, quoi. D'accord? Demain, il n'y a personne, tu vas récupérer ou tu compenseras après-demain. Ça va être aussi la fin de ce type de choses. Fin, si effectivement, après ce deuxième round de négociations vif, on arrive à un accord. Je ne suis pas certain qu'on y arrivera, parce que là, les intérêts sont économiquement lourds et socialement lourds. Alors, ça nous amène à nous poser la question, c'est, du coup, où est-ce qu'on va trouver du monde? Alors, les 200 000 qui nous manquent, les chiffres, peu importe. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il nous a manqué, à l'entrée de septembre, 32 000 apprentis. Donc, il nous manque 32 000 apprentis en septembre dernier, donc ça veut dire que dans les écoles, etc., tout ça s'est réduit, compacté, on a moins de monde, et que donc, derrière cette notion-là, on va avoir des problèmes complémentaires dans 2 ans, au terme de l'apprentissage. On ne les aura plus, ceux-là. Donc, il faut avoir peut-être les 200 000, alors je ne sais pas s'ils sont vrais aujourd'hui, mais déjà rajouter les 32 000 de l'année qui vient de se passer, et peut-être encore 30 000 l'année prochaine. Donc, l'attractivité de notre secteur, elle passe sûrement par des éléments beaucoup plus larges. Alors, il faut déjà régler tous ces problèmes de salaire, de conditions de travail, etc. Si on ne règle pas, on continuera à être enquiquiné. Et puis, il nous faut sûrement faire ce qu'on n'a pas su faire à maintenant. Parce qu'on est peut-être aussi un secteur extrêmement dispersé, des toutes petites boîtes, le café du coin, le grand resto, le grand hôtel, etc. C'est un monde de diversité colossale qui fait que réunir et réussir à avoir un langage commun dans ce secteur, si on y arrivait, c'est très génial. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, ça va nous ramener probablement à une sorte de sectorisation des activités, mais on va être amené à repasser vraiment par une présence effective des employeurs dans les salons professionnels, le salon de l'alternance qui aura lieu le 21 et le 22 avril, je crois, à la Villette. Bon, si on n'est pas présent dans ces secteurs-là, notre image de marque d'employeur passera à côté. Donc on a besoin là aussi de recréer finalement, mais on ne va pas le recréer sur des métiers d'aujourd'hui, ou sur l'approche d'aujourd'hui. Il nous faut recréer cette identité sur des éléments différents. Alors moi, j'aide aussi mes DRH à s'interroger sur des métiers nouveaux, des approches nouvelles,
et sûrement des recrutements différents. Alors c'est déjà vrai dans la relation client. Bon, aujourd'hui, un métier de check-in, check-out, ça n'a aucun intérêt, quoi. Majeur, terrible. Enfin, l'anecdote tout à l'heure, bon, l'anecdote d'aujourd'hui, c'est de la surveillance, c'est de la sécurité, ou c'est un vrai travail de compta de nuit, de vérification, je ne sais rien. Hein, je ne veux pas le savoir. Mais manifestement, à ce niveau-là, on est sur des schémas où on va falloir repenser, et là, ce que François Dupuis était est juste, des organisations, des organisations en un seul mot, ou en deux mots, comme on veut, pour effectivement réussir à nouveau à penser autrement nos activités, nos métiers. Et puis on a des métiers émergents. Il y a des métiers aujourd'hui qu'on entretient en back-office, par exemple. Alors dans mon domaine, des gens qui font de la paye, je m'interroge sur la valeur ajoutée, quoi. Faire de la paye, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant, oui, socialement, c'est bien. On a un pouvoir de gens capables de... Ah oui, t'as raison, t'as eu 10 € de moins que l'autre. Stop it, quoi. Tout ça, c'est dehors maintenant. Externalisons vers des entreprises spécialisées, qui ne nous coûtera pas plus cher. C'est aussi, on a fait les calculs dans tous les sens. L'externalisation ne nous coûte pas plus cher, effectivement, que des services internes. Bon, alors, je parle de la paye, et je pourrais mettre ça dans d'autres secteurs. Certains emplois de comptabilité, certains emplois de commercialisation. Est-ce que ou non, on a toujours besoin d'avoir ces armées de... Alors, il nous restera ce qui n'est pas télétravaillable, entre guillemets. Là, effectivement, les métiers de production, de proximité, de présence client. Et là, il nous faut effectivement dynamiser l'évolution des exigences des métiers. C'est plus les mêmes choses. Il nous faut arrêter d'avoir nos banques de réception qui font une barrière avec nos clients, même si on les a beaucoup détruites. Hein. Mais bon, faire la queue devant un bureau, respectant les distances que la pandémie nous impose. Bref, tout ça sont des phénomènes qui doivent bouger. Et là, tous les métiers qui, en ce moment, sont à l'ordre du jour, c'est qu'est-ce qui va faire que telle série de métiers doit bouger. Expérience client, évidemment. Maîtrise de la relation client, évidemment. Capacité à gérer de manière beaucoup plus fine les activités, les demandes et les interrogations des clients, évidemment. Alors là, on a toute une partie de l'activité réception, hall, service en salle, etc., qui va dans ce mouvement-là. Reste la cuisine. Mais la cuisine, alors là, je ferai juste la pub un peu pour un film que j'ai vu avant-hier, qui s'appelle The Chef, que je vous engage à aller voir si vous ne l'avez pas vu, hein, qui effectivement traduit de manière extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui dans les cuisines. Parce qu'en Angleterre, hein, bon, on pardonnera sur les Anglais, hein, c'est chez eux, mais manifestement, on est là sur un schéma. Allez voir ça. C'est 1h30. Moi, évidemment, motivé pour y aller. Puis vous le savez que je venais aujourd'hui ici, je dis, je vais quand même y aller avant-hier. Je veux dire que j'en ai pris, passez-moi la tête, plein la tête. J'ai retrouvé là exactement ce qui se passe dans les relations entre les secteurs, les services, le client, la salle, la cuisine, les achats. C'est bon, c'est bien. Non, c'est pas. Je suis absolument confus. Excusez-moi de... Ça, c'est très très mal vu de ma part. Je serais fusillé là, évitant. Mais voilà, donc ce film, allez le voir. Hein, vous allez vous marrer, parce que vous allez retrouver exactement ce que c'est encore que ce métier. Donc finalement, une fois de plus, les relations humaines. Ben oui. Tout est question de relations humaines. La façon de se parler, la façon de se considérer. Camille, merci beaucoup, Monsieur Rally. Camille, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a une chose que vous allez privilégier sur 2022, vous parliez de 4 jours, 3 jours, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Et pourquoi vous allez privilégier ça si vous retenez ce 4 jours, 3 jours Sur 2022, qu'est-ce que vous allez mettre là concrètement en place sur 2022? Sur 2022, chez Intercontinental Genève et Crown-Plaza Geneva, on se concentre sur la gestion du temps. Donc voilà, les heures sup, on essaye de les passer et de se concentrer sur ces 4 jours par semaine de travail. Mais il n'y a pas que ça, puisque par exemple, parfois on est obligé de travailler 5 jours par semaine. Mais dans ce cas-là, peut-être proposer également aux salariés une heure d'arrivée un peu plus flexible. C'est quelque chose qui peut être compliqué quand on a des shifts à respecter. Mais si vous avez des commerciaux, peut-être leur proposer des commerciaux ou l'assistant de direction, leur proposer d'arriver entre 7h du matin et 9h. Et de partir entre 18h et 20h. De cette façon-là, vous offrez un peu de liberté et vous proposez à vos salariés d'être autonomes en fait, dans leur temps de travail. Il y a une question, est-ce qu'on peut la prendre? Oui, bien sûr, bien sûr. Avec 3 heures de repos, on a reçu un manque de personnel. Alors, il faut vraiment recruter alors. Donc, d'accord, c'est une super question, c'est vrai.
Il faut recruter, mais il faut recruter comme si quelqu'un partait en vacances en fait. Et dans l'hôtellerie, on a toujours du monde en vacances, toujours du monde en arrêt. Normalement, hein, on a du backup. Donc normalement, ça devrait jouer. Et ce qui est bien aussi, c'est que les heures sup qui sont normalement prises, elles seront plus posées. Donc j'aurai pas ces personnes absentes pour récupération de temps de travail. Voilà. Alors d'où est venue cette tactique en fait? C'est pour attirer des collaborateurs? C'est pour fidéliser? Alors, C'est oui, c'est effectivement pour attirer, puisque maintenant, ben, on est, surtout sur Genève, c'est une toute petite place, on a quand même la chance d'avoir des frontaliers, puisque les salaires sont assez attractifs en Suisse, mais on se rend compte que d'hôtel en hôtel sur la ville, on se les pique, donc c'est pour se démarquer, donc c'est pour attirer, et c'est aussi pour fidéliser, pour éviter qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent voir ailleurs, s'il n'y a même plus verte, si je peux dire. d'accord. Donc pour attirer en fait. Pour attirer. D'accord. Ok. Il y a une question? Oui. Là, tu expliques que tu vas pouvoir moduler les heures d'arrivée de départ pour une catégorie d'employés. Malheureusement, la personne qui est en shift à la réception, elle va rester sur son volume horaire classique. Émilie posait sur le chat la question du télétravail. Est-ce qu'on ne creuse pas les inégalités aussi en disant, voilà, les administratifs ou les commerciaux, voilà, vous allez pouvoir faire du télétravail. En revanche, on a toujours besoin de présentiel pour les serveurs, pour les cuisiniers et les réceptions. Alors moi je dis quelque chose, en général le vendredi soir je descends à l'hôtel et je dis au revoir à tout le monde, bon week-end. Et on me dit ah là là Camille tu pars en week-end. Je dis oui, je pars en week-end, j'ai mes 2 jours par semaine, mais vous êtes devant, bah, vous avez les pourboires, vous avez l'uniforme, donc je veux dire c'est la vie en fait, on choisit son métier, certains ont droit à du télétravail, c'est pas agréable pour tout le monde, parfois on y est contraint, et d'autres doivent être sur le terrain, mais c'est génial d'être sur le terrain, vous voyez clients, enfin, voilà, donc on choisit son métier, c'est ce que j'ai envie de répondre à Émilie. C'est la vie. On choisit son métier. Oui. Hein, donc si on choisit son métier, c'est que quelque part, on a une passion. Oui. Et si on est passionné par ce qu'on fait, on le fera bien. Hein, ça, c'est vraiment important. Juste Oui, bien sûr. On parle de passion et on choisit son métier, effectivement. Vous avez raison. Maintenant, ce qu'on avait vu avant, enfin le début de la crise Covid, c'est que les candidatures dans les écoles hôtelières étaient en baisse, avant le Covid. D'accord. Là, on a des écoles, moi je travaille avec beaucoup d'écoles dans le monde entier. On a à peu près 30 à 40% de manque à gagner dans les écoles au niveau des gens qui rentrent dans les écoles. D'accord. Parce que passion, c'est quelque part encouragé un peu par les parents, quelque part. Et dans le mode d'éducation qu'on va recevoir, on va être passionné par le service à la personne, ou pas d'ailleurs. Et on va vouloir faire ça, ou alors nos parents nous ont fait découvrir des hôtels. Enfin, il y a des choses qui sont, si vous voulez, acquises, pardon, j'ai un truc dans l'œil, durant la période d'éducation des parents aux enfants. Maintenant, avec la crise Covid, ce qu'on a vu, donc déjà c'était en baisse parce que il faut faire la différence entre service et servitude. Enfin, moi, je bossais aux États-Unis dans un hôtel, j'étais en hôtellerie de restauration. Ma mère est venue me voir, et donc mes parents sont médecins les deux. Et en fait, j'étais hyper fière, je gérais le bar à l'époque, et j'étais fière, vraiment. Vraiment. Et donc, ma mère était assise au bar et elle m'a dit oui, bon, ça reste de l'esclavagisme de luxe. Ça fait mal. Franchement, ça va te tuer, quoi. Mais c'est comme ça. Et en fait, déjà que l'hôtellerie avait une mauvaise vision, soit elle était transmise par les parents dans le bon sens du terme, soit on avait des parents qui n'étaient pas forcément hyper d'accord que leurs enfants y aillent. Avec ce qui s'est passé, où l'hôtellerie n'est pas en France. Et dans le monde entier, moi j'ai vu des hôtels se fermer. Les employés habitant de l'hôtel en Thaïlande, par exemple, ils se sont retrouvés à la rue. D'accord? Donc en France, on était vraiment très privilégiés, ça il faut vraiment s'en rendre compte. Sauf que l'image de l'hôtellerie, on a pris vraiment, vraiment du plomb dans l'aile. C'est pour ça qu'il faut vraiment retravailler sur la marque employeur. Et que maintenant, les parents ne vont plus pousser ou être d'accord ou supporter leurs enfants pour avoir les écoles hôtelières. Donc là, ce n'est pas 30 000 apprentis qui manquent dans les 2 prochaines années. C'est quelque chose qui va aller décliner en décliner. Il y a des solutions digitales où on a moins de gens qui vont être en contact direct avec la clientèle. Même dans les 5 étoiles, vous avez des boîtes comme Sanders, par exemple, start-up de l'hôtellerie qui est implantée en France, qui, eux, en fait, il y a une personne qui gère tout le truc. C'est comme de l'Airbnb, les facilities, les équipements sont très haut de gamme, mais il y a très peu de monde. Et au final, avec le Covid, on s'est aussi distancié socialement. Donc on a moins besoin peut-être d'avoir ces gens qui sont... on a moins besoin... Dans l'hôtellerie traditionnelle, et vous allez me dire, mais si,
franchement, quand on regarde les chiffres, si on sort un peu du micro-environnement, si on regarde le macro, si on sort qu'on regarde les chiffres, les gens ont moins besoin et de toute façon, il n'y a plus de gens. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, beaucoup d'entreprises vont se mettre dans le digital en ayant moins de contacts parce qu'on n'a pas envie de passer 8 heures debout derrière un desk. Là, c'est déjà la troisième question qu'on va aborder juste après. Mais là, à nouveau, un autre pavé dans la mare. Vous répondrez peut-être juste après, Camille, puisqu'on passera sur cette troisième question. Monsieur Dupuis, ce que je vous invite à réfléchir sur les questions de synthèse que l'on posera à la fin de la troisième question et on écoutera vos réactions sur la table ronde, si ça vous convient. Ça me convient. Merci beaucoup. Troisième question. Et si finalement c'était une opportunité, ce qui se présente à nous? On voit que les approches peuvent être complémentaires, voire différentes, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de créer une rupture? Et donc là, il faut imaginer un peu ce que va être le CHR, ce secteur, un CHR dans 3 ans. Quelles sont les ruptures que vous voyez arriver là dans les 2-3 ans qui arrivent et qui vont concerner notre assemblée, notre auditoire? Camille, et en même temps, vous pouvez répondre à Lorana. Les ruptures, donc ce qui va arriver, je pense, c'est un autre... en fait, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est notre mode de recrutement qui va complètement changer. On va peut-être plus du tout se baser sur les compétences en regardant le CV. On va plutôt être sur des compétences transversales et plutôt sur l'attitude de la personne. Je vais vous poser une question. Vous avez un poste de bagagiste à pourvoir et vous avez, des fois on a de tout dans les hôtels, hein, des gens qui postulent, un agent immobilier qui vient. Vous faites quoi avec ce CV-là? Intéressant. Pourquoi? Contact client. Ouais, exactement. Donc maintenant, il faut se dire que c'est complètement OK d'avoir un ancien agent immobilier dans le lobby à faire voiturier bagagiste. C'est complètement OK, il va bien accueillir les clients. On est d'accord avec ça. Donc, il faut vraiment, je pense, dans le futur proche, très proche, ouvrir son esprit et se dire, bon, OK, il n'a jamais fait de 5 étoiles, mais c'est pas grave. On va le mettre en binôme avec quelqu'un pour essayer de le former sur, je reviens sur les standards, sur la façon de parler. Si la personne veut et si la personne a cette espèce de fibre, il faut y aller. Donc je pense qu'il va falloir travailler là-dessus, puisqu'on est assez vieille France, je dirais, dans l'hôtellerie. Essayez-vous d'apporter quelque chose de neuf. Mais le besoin de formation va être assez important du coup. Parce que Oui, quand même, c'est en juste. 5 étoiles, il y a quand même un certain niveau, donc la formation va être longue et on ne sait même pas si elle va aboutir ou pas. C'est juste. Mais alors dans ce cas-là, à vous aussi de sentir un peu la personne. Si on voit que elle est très sympa, mais sympa, c'est pas un métier, hein, on est d'accord. Elle a cette fibre-là, elle est gentille, c'est vrai. Bon, c'est la bonne nouvelle. Être sympa. Sympa, c'est pas un métier, voilà. Mais si vous sentez qu'elle a cette fibre et que ça capte, ça peut très bien marcher. Ah oui, là, c'est l'ouverture. Ça veut dire déjà qu'il y a des remises en cause, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui bouleversent les représentations qu'on avait jusque-là. Monsieur Rabi, vous voulez rebondir? Juste, oui, enfin si je peux encore. Si, on attend. Je vais prendre 2 exemples. Alors, un exemple effectivement qui m'a beaucoup marqué, un établissement dont j'ai oublié le nom bien sûr, Grand Bazar parisien, bref, passons, cherchait son directeur F&B. Directeur F&B. F&B, tout le monde sait ce que c'est ici. Tout le monde sait effectivement, et la représentation qu'on en a à l'habitude, c'est quand même quelqu'un qui connaît admirablement bien les aspects techniques, restauration, Bon, l'entreprise a missionné un cabinet de recrutement pour trouver effectivement son directeur F&B, et elle a mobilisé un ostéopathe spécialisé dans le monde des chevaux. Alors le mec a été quand même ancien capitaine de l'équipe de France de dressing, etc., de dressage, pardon, pas dressing, de dressage. De dressage. Bon, une personnalité. Alors on s'est dit, mais ça va être une catastrophe, quoi. Ce type va se lamenter complètement. C'est un succès extraordinaire. Ce type ne pose que des questions naïves d'après lui, mais qui font avancer le schmilblick. Tout avance parce que les bonnes questions autour de ce que l'on doit faire, comment on pourrait le faire, alors le comment peut-être de trop parfois, hein, mais ce type, il a depuis 2 ans de métier dans cette entreprise, 5 palaces, machin, etc., avec un étoilé Michelin 3, etc. Ouais, donc, c'est génial. Et tout le monde, y compris
les bons professionnels de la cuisine, vous connaissez un petit peu, hein, parfois un petit peu carré comme ça, bah, ils sont complètement en admiration devant ce type et ils sont dans une phase extraordinaire de séduction. Et ce type a séduit, alors qu'il ne connaissait strictement rien à ce métier, sauf une relation client. Donc l'histoire du 5 étoiles, c'est d'abord et avant tout un problème de personnalité, encore une fois. Le deuxième exemple que je veux citer, c'est aujourd'hui ce que l'on recherche. On ne recherche plus des réceptionnistes, au sens savoir-faire d'eux. On recherche effectivement des hommes ou des femmes qui viennent du commerce, du luxe, d'autres activités, et qui viennent effectivement apporter, comme l'agent immobilier pourrait le faire dans votre maison, un regard complètement différent sur la relation client, le soutien. Alors, malgré tout, dans des cadres contraints, encore une fois. Le cadre contraint, ben, c'est à la fois des contraintes économiques, malgré tout, et j'y reviens, désolé, hein, mais aussi évidemment des contraintes de standards, quand ils existent. Autrement dit, on n'est pas dans le yes I can que certains groupes avaient privilégié à certains moments donnés pour permettre tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, on a quand même besoin effectivement d'être le respectueux d'eux et pas simplement le bon copain sympa qui effectivement pourrait venir au niveau d'eux. Mais je crois que là-dessus, oui, des personnalités différentes, des adultes, peut-être aussi plus que des très jeunes. Et là, peut-être qu'on a aussi une réflexion à mener sur des métiers dans lesquels on rentre en étant très jeune. Hein, le commis de cuisine à 16 ans qui commence en apprentissage, il n'y a peut-être pas la maturité qui convient. Pour une partie d'entre eux, n'a pas la maturité qui permettra après d'en faire un collaborateur. Ça, c'est aussi un phénomène hein, de la relation. Mais c'est vrai que pour une grande partie des métiers pour lesquels on a besoin de vraies compétences, on va les chercher aujourd'hui de plus en plus ailleurs. Alors ailleurs que, je vais dire aussi, troisième pavé dans les écoles hôtelières, on va aussi les chercher ailleurs. Et on va les chercher à un niveau qui correspond à nos besoins. Et le niveau de nos besoins, est-ce que c'est toujours un bac plus 5? Là, je m'interroge. Je m'interroge. Je sais bien, mais c'est vous provoquer un petit peu. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais c'est aussi parce que l'hypoglycémie de 11h30, on sait ce que ça veut dire. Bon, voilà, donc ça veut dire que là, on a effectivement besoin d'eux. Et quand tout à l'heure, François Dupuis parlait de middle management, nous travaillons au niveau du club sur des processus de formation différents de ceux qui sont traditionnellement encore organisés dans les structures, alors avec les reconnaissances, les référentiels des diplômes, etc. Parce qu'on a besoin probablement d'autres types de personnalités qui viennent renforcer nos équipes. Et encore une fois, moi je ne bosse que pour les 4, 5 et Palace. Hein. Donc c'est des niveaux d'exigence qui pendant des décennies ont été marqués par la technicité. On n'est plus chez Escoffier, quoi. Malgré tout le respect que je dois à ce type, tant pour ses dimensions d'organisation que pour les perspectives sociales qu'il présentait il y a plus d'un siècle et demi. Il y a une question? Pardon. Merci. Vous l'avez dit, vous êtes effectivement des 4-5 étoiles. Qu'est-ce qu'on fait pour l'hôtellerie économique moyenne gamme? C'est-à-dire qu'on est tous en recherche de personnel, on a besoin de personnes formées qui arrivent et qui prennent les postes. Comment on gère, comment on va recruter ces Bien sûr. Là, en fait, c'est là où on se base plus sur les digitales. D'accord, les 4-5 étoiles Palace, c'est une petite partie de l'iceberg. La masse, c'est les 1, 2, 3, 0 étoiles qui vont dans le monde entier. Là, on ne parle pas que de la France, d'accord? Donc, quand on regarde des boîtes comme Sanders, ça va correspondre à 3 étoiles, par exemple. Où là, il n'y a quasiment pas de monde, tout est digital. Le service devient digital. D'accord, c'est une start-up qui marche hyper bien. Et eux, en fait, vous faites votre check-in. Enfin, j'ai réservé à Paris pour la semaine prochaine, je crois. Je fais mon check-in en avant, je dis à quelle heure j'arrive, ça marche. Mais c'est vraiment, tout est sur le téléphone. Je ne suis même pas sûre de croiser quelqu'un quand j'y suis. Et en fait, pour pallier au manque de personnel, puisque le personnel, on en aura toujours besoin dans les 4-5 étoiles Palace, parce que là, on a vraiment besoin d'un vrai service. Tout ce qui est en dessous, on aura 1-2 personnes qualifiées, formées, peut-être en bac plus 5, qui va gérer en fait la masse et tout ce qui est, j'arrive, hein, et tout ce qui est, et en fait tout ce qui est, on pourra couper parce qu'on n'a pas de monde en fait, ce sera remplacé par des solutions alternatives. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit. Voilà, oui, je peux répondre à la question? Bien sûr. Pardon, c'est bon. Ben en fait, pour l'instant, il n'y en a plus, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de monde. Donc, du coup, on remplace... En fait, pour l'instant, si vous vous baladez, si vous allez, vous voulez, tout le monde... Il y a des restaurants ou des petits hôtels qui ferment, en fait, sur des jours entiers parce qu'ils n'ont pas de staff.
D'accord? Parce que autant vous êtes passionné, mais qui rêve de bosser à l'Ibis ici? Ok, d'accord? Donc au bout d'un moment, si vous voulez, quand on n'a pas de monde, il faut bien trouver des solutions. Ben oui, Ah c'est oui, ça. c'est C'est vrai. ça. Oui. C'est qu'en rentrant chez Ibis, on peut peut-être se faire former et faire autre chose après. Mais là, la question qu'on pose, est-ce que vous restez, en sortant de chez Vatel, vous aurez payé votre formation tant? Est-ce que vous voulez aller faire réceptionniste chez Non, mais Ibis? parce qu'on sort de la telle. Mais ça dépend des Nous, personnes. c'est notre but de faire la telle pour pas justement finir. Exactement, mais vous n'êtes pas les seuls en fait. Des écoles comme la vôtre, il y en a plein dans le monde. Nous, on bosse avec 465 écoles hôtelières où il y a autant, si ce n'est plus de monde que Et vous. Voilà. Là, je pense que vous avez soulevé l'enthousiasme. Ça, en fait, c'est le problème de l'éducation. En et fait, il vient ensuite est-ce après. que je rentre chez Ibis ou est-ce que je rentre au sein du groupe Accor? C'est déjà la première question qu'il faut se poser par rapport à votre trajectoire professionnelle. Monsieur Ranui, vous voulez rebondir? Oui, parce que pour moi, effectivement, même si, encore une fois, je représente ici le haut de gamme, j'ai aussi beaucoup travaillé dans le moyenne gamme et le bas de gamme, entre guillemets, et je sais que, effectivement, ce sont des métiers et des entreprises dans lesquels on trouve aussi, et on peut tout à fait trouver un excellent équilibre personnel et professionnel. Tout à fait. C'est un premier point. Deuxième point, après les conditions de vie qui sont les vôtres, pourront vous amener peut-être à Romorantin. J'ai rien contre Romorantin, hein, mais bon, c'est peut-être effectivement là que votre vie personnelle s'inscrit, ou votre club de pétanque ou de rugby, pour moi c'est rugby, est bien en place, etc. Et donc tout va bien. Bon, et ça, donc effectivement, je ne veux surtout pas effectivement créer une dichotomie entre le haut de gamme et le moyen de gamme. Ça serait ridicule. En revanche, puisqu'on parle d'Ibis, Ibis a quand même développé depuis des décennies la pluricompétence. Et ça, pour moi, c'est un vrai champ de développement. Autrement dit, quand on parlait de transversalité entre les métiers, bah, ça n'est finalement que de la pluricompétence. Autrement dit, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va faire de la cuisine ou de la salle ou des machins, qui sont des modes éculés d'organisation, totalement. C'est effectivement des très bonnes écoles, et moi, l'hôtellerie économique, pour moi, c'est une super école géniale, parce que, un, vous n'êtes pas nombreux, deux, il faut que vous soyez très compétents dans tous les domaines de l'activité, dans le domaine du commercial, dans le domaine de la gestion, dans le domaine des ressources humaines, même si les équipes sont petites, et là, vous faites une école fantastique. Et vous devenez directeur d'hôtel beaucoup plus rapidement. Oui. Et le problème, c'est la Oui. marque employeur. Oui, Parce que vous n'avez pas envie alors que c'est des super écoles. Vous voyez, oui, oui. en fait. Oui, mais enfin, quand je trouve mon bonheur personnel quelque part, bah, si c'est dans une très grande maison internationale, très bien. Si c'est chez Duchemol, c'est parfait aussi, quoi. Bien Moi, sûr. j'adore Duchemol. Hein. Il y a une petite. Ouais. Pardon. beaucoup les candidats. Oui. Et alors que pas du tout, pour moi, j'ai l'impression que quand on va être dans un groupe, on va beaucoup plus rapidement que si on est dans un indépendant, 5 étoiles, Palace, tout ça. Ça dépend un peu de vous. Et ça, c'est au sein d'un groupe, mais pour Ouais, un ça hôtel, dépend un peu 2, de 3 vous. étoiles, mais qui est hors groupe, qui est vraiment une structure, c'est pas. Mais ça Ouais, dépend en fait, d'accord. parce qu'en fait, vous allez apprendre, et là moi, c'est l'ancien RH qui parle. Là, en fait, dans un petit hôtel indépendant de 2-3 étoiles, en fait, et c'est là qu'on repart sur la marque employeur. Il faut vraiment que les hôtels indépendants, ou les moyens de bas de gamme, on va dire, travaillent sur la marque employeur, parce qu'effectivement, c'est des super écoles, et c'est vraiment dommage. Un petit hôtel 2-3 étoiles indépendant, vous allez tout faire, tout apprendre. Vous sortez de là, vous êtes super formé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas nous qui dénigrons, nous on est hyper contents de tout ça. Si vous voulez, le problème c'est que c'est la vision collective du truc. Quand je vous pose la question qui veut aller bosser chez Ibis, et je comprends, moi je suis dans le même cas de figure, et j'ai jamais bossé chez Ibis. D'accord? Par contre, j'ai bossé chez IAG pour les marques comme Holiday Inn Express, pour Holiday Inn ou d'autres. Et quand vous voyez ce qu'il y a derrière en back-office, quand on crée la marque, quand on regarde qui on va mettre dans ces catégories-là, mais la palette de compétences est juste fantastique. Et effectivement, c'est des super écoles. D'accord? Mais ça ne fait pas rêver les étudiants d'école hôtelière, comme la vôtre ou comme les 465 avec lesquels on travaille. Et c'est normal aussi. D'accord? Il n'y a rien de grave, sauf que la réalité est là. Ces petits indépendants de 3 étoiles moyenne gamme auront beaucoup plus de mal à recruter qu'un intercontinental avec tout le prestige que ça représente. Et c'est là qu'on peut Même recruter si- à l'extérieur. Pardon? Là, vous dites, pour un ostéopathe, pour des moyennes gammes d'hôtels, on peut prendre clairement des gens extérieurs de terrain. Sauf que la palette de compétences nécessaires est tellement importante que c'est difficile, c'est facile d'avoir un ostéopathe qui fait bagagiste par exemple, d'accord? Oui, ça c'est Le- vrai. Mais voilà. par exemple, dans un corps, Ça, ça on peut va. prendre des gens extérieurs avec Ouais. Il faut remettre les clients qui portent leur Alors, bagage. Moi, je compléterai en vous disant, alors moi je suis passé dans le domaine de l'hôtellerie et dans un grand groupe de restauration collective, donc il y a maintenant plus de 15 ans. Et en fait, c'est vrai, l'industrie hôtelière est une machine à process. Il y avait des procédures, mais j'ai jamais vu autant de procédures. Il y en avait même plus que dans l'industrie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand je vous parle de ça, il y a plus de 15, même 20 ans, il y avait très peu d'écoles hôtelières. Il y en avait très très peu. Et il y avait aussi beaucoup de turnover. Donc qu'est-ce qu'on avait mis en place?
comme on avait un niveau de compétence qui était faible, on avait mis en place des boucles de procédures pour se rassurer. Et donc les gens étaient en fait dans l'exécution. Là, on est 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, vous avez un boulevard devant vous. Vous avez un boulevard devant vous. Premièrement, comme l'a dit M. Dupuis, vous jouez à l'échelle mondiale. Donc vous allez où vous voulez. Avec le sésame que vous allez avoir, vous pouvez aller dans beaucoup de pays pour pouvoir exercer votre activité. Deux, comme on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir du passage dans vos hôtels et dans vos restaurants. Donc sur qui on va compter? Soit on repart dans les process, et je pense qu'on a bien compris tout à l'heure que ce n'était pas dans l'air du temps, donc c'est vous, l'encadrement, qui allez assurer par votre relationnel et par votre savoir-faire la bonne courroie de transmission. Pour qui? Pour celui dont on oublie tout le temps, pour qui on est là, c'est le client. Car finalement, si un client a envie de venir à Ibis, il sait ce qu'il vient acheter Ibis, et vous allez lui proposer ce qu'il attend, et en plus vous serez sûrement généraliste et vous vous éclaterez pour certains. Et celui qui a envie d'être un peu pincé, un peu coincé, il va dans un 5 étoiles parce qu'il sait que et lui il est heureux, et bien tant mieux pour lui. Mais vous avez aussi des 5 étoiles où les gens sont très décontractés. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est ce que vous voulez vous. Il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de parcours professionnel enfermé, sinon ça serait d'une tristesse absolue. C'est vous qui allez mettre de la couleur sur le marché, c'est vous qui allez impulser ce que vous avez envie de vouloir, et vous allez apporter votre couleur à l'établissement dans lequel vous allez être. C'est ça qui est important. Et peut-être que cette rupture, elle est aussi là. Il va y avoir un mélange de digital, d'agilité de votre part, de remise en cause et d'ouverture des employeurs, et c'est peut-être ça le monde qui s'ouvre à vous demain, dans lequel vous allez être des acteurs de premier plan. Vous voulez dire? Une question. Souvent, les process, en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on est souci à la qualité, avec le théorique et plein d'autres choses. Ouais. Et aujourd'hui, tu prends plein de profils différents. Est-ce qu'on ne va pas perdre, du coup, en qualité, notamment pour des établissements de standing, où je dirais qu'on a une clientèle qui est assez spécifique et qui atteint un certain gage de qualité en permanence? Et est-ce que, justement, d'enlever tous ces process qu'on peut avoir, ça n'a pas un risque aussi sur l'image qu'on peut avoir? Je dirais qu'on en a tous des litiges clients, mais est-ce que ça ne va pas aussi, en recrutant plein de profils hors école hôtelière, donner toute une ambiance en fait, qui peut créer aussi la perdition d'une image de marque? Oui. Monsieur Ravi, vous voulez répondre? Camille, après. Votre remarque est pertinente. Je relativise un tout petit peu la dimension du regard que le client porte sur le produit. On est dans l'individualisme total. Et aujourd'hui, les demandes auxquelles on a à faire face, en haut de gamme, je parle de ça, c'est extraordinairement diffus. Autrement dit, ce n'est pas la norme du produit, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure François Dupuis, ce n'est pas le produit qui l'emporte, c'est l'offre qui doit l'emporter. Autrement dit, dans toute la gamme des contraintes qu'on s'est mises sur le dos, avec des machins, des trucs, des concierges, des machins, tout ça est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il nous faut donner de la souplesse, là aussi, aux réponses qu'on apporte à nos clients. La souplesse, c'est des choses aussi simples que la multiplication des formes de restauration, l'ouverture des heures de consommation, c'est simplifier au maximum les opérations de contrôle, machin, etc. Bon, effectivement, check-in, check-out, j'entends qu'on ne s'en embête plus avec ça, donc c'est fait, y compris dans le secteur. Et donc le côté processus, c'est je prends en main mon client à l'arrivée. Si vous connaissez la réserve à Paris, c'est un établissement plutôt chouette, là, à la réserve, il y a plutôt réception. Le premier personnage qui se trouve à l'entrée est capable effectivement de gérer l'arrivée, l'installation, l'information, et il est capable de vous dire qu'il y a telle exposition vachement intéressante au musée Carnavalet, que tel film va sortir. Autrement dit, on a là pris en main le client de la sortie de son taxi ou de sa voiture jusqu'à son départ. Parce que du coup, il y a une espèce de personnalisation du contact qui se fait tout au cours du séjour. Alors, pour être là 24 heures sur 24, 7 sur 7. On n'est pas des majordomes à la mode, je vais dire mauvais exemple, mais d'une autre époque, de notre siècle. Mais on est là-dessus. Bon. Et donc cette notion d'exigence de la clientèle, nous on est frappés, j'en parlais ce matin un petit peu avec M. Jean, on est frappés de constater, alors Covid aidant, de voir l'agressivité des clients de plus en plus forte. Mais si on répond par des process à l'agressivité, c'est la guerre. Et à la guerre, tout le monde perd. Et donc très vite, notre image de marque employeur, elle en prendra un coup, parce que là aussi, l'image de marque employeur, elle est quand même largement relayée par les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous êtes capable de vous informer sur la boîte auprès de laquelle vous êtes candidat, et vous savez tout. Moi, j'ai un de mes partenaires à Lyon, il y a dans cette structure quelqu'un qui est
abominable, pour être poli, les candidats n'y vont pas. Et tu ne vas surtout pas bosser chez un tel, parce que là, tu vas faire à ce mec, il est fou, il est casse-pied, etc. Ce sont des phénomènes qui jouent aussi. Vous êtes devenus vous aussi des propres consommateurs d'emploi. Autrement dit, quand vous êtes consommateur d'emploi, vous vous renseignez, vous avez envie de conjuguer votre vie personnelle, votre vie sociale, les éléments de rémunération qu'on vous doit, pas qu'on propose. Tout ça, ça vient s'additionner pour qu'effectivement, à un moment donné, on puisse dire, bah, ok, là on a une bonne conjonction d'intérêts. Le recrutement, aujourd'hui, c'est ça. Hein. J'ai besoin de vous, vous avez peut-être envie de venir chez moi. Il y a 10 ans en arrière, c'était si tu veux venir chez moi, tu peux te plier un petit peu à mes contraintes. Et il y a 20 ans, c'était autre chose. Parce que moi, je suis parfois un peu chinois. Hein. Bon, l'histoire, c'est la lumière qu'on a dans le dos pour éclairer l'avenir. Hein. Donc moi, je crois beaucoup à l'histoire. Et elle nous sert effectivement à maîtriser les situations, mieux comprendre peut-être les problèmes d'aujourd'hui, mais surtout nous poser pour demain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Imaginer par rapport à vous. Vous, effectivement, c'est aussi c'est le point sur lequel on s'est un peu échangé avec les gens. Moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Hein. Il y a que des jeunes ici, là. Alors, sauf moi. Mais il y a que des jeunes ici. Mais attends, mais les équipes aujourd'hui, c'est des équipes nécessairement aussi structurées autour de générations différentes. Il nous faut des très jeunes, il nous faut des un peu moins jeunes, puis des vieux. C'est ça qui fait l'équilibre d'une boîte aussi. Une start-up qu'avec des jeunes, bon, au bout d'un moment, elle est plus performante. Elle n'apporte plus le jus nécessaire, le punch nécessaire à besoin d'eux. Donc il nous faut effectivement cette construction générationnelle. Et alors plus vous sortez d'un pays comme celui-ci, et plus vous avez besoin de cet équilibre générationnel. Ça aussi, c'est un vrai phénomène. Donc il nous faut manager ça. Et manager ça, ça veut dire qu'il nous faut aussi piloter des différences d'âge, des différences d'éducation. Vous allez apprendre à bosser avec des gens qui n'ont qu'un CAP, alors que vous allez présenter un bac plus machin. Puis vous allez avoir des gens qui ont d'autres formations supérieures dans d'autres domaines. C'est ça l'agrégation qui se fait. Et c'est ça pour moi l'équilibre vers lequel on doit aller demain. C'est aussi un équilibre effectivement sociétal important. Des jeunes et des moins jeunes, des gens d'origines différentes, interculturels. Nous sommes un métier d'interculturalité. Ça aussi, il faut le gérer. Et le gérer de manière intelligente, de manière compréhensive. C'est des vrais sujets, ça aussi. Voilà un petit peu vers les points lesquels il faut qu'on se bagarre. Hein. On est conscient de ça. Bon. Il faut qu'on se bagarre maintenant pour mettre le plus possible de chance de nos côtés pour maintenir nos business demain. Sinon, d'autres le prendront, le business. Hein. Ça sera du Airbnb, machin. On est déjà dedans. Hein. Donc, n'ayons pas peur de ça, mais mettons-nous en ordre de marche pour effectivement gagner ce challenge-là. Ce qui est important dans ce qui est dit, c'est que vous rentrez dans une aventure, en fait. Hein. Oui. Une entreprise, il y a un projet d'entreprise, il y a des femmes et des hommes qui sont à l'intérieur de ce projet. C'est vrai qu'il y a des parties prenantes, hein, comme notamment les clients, il y a les actionnaires, mais vous rentrez dans une aventure et vous allez y contribuer. Et c'est ça qui est important, c'est ce regard, cette représentation que les uns et les autres doivent avoir sur eux-mêmes, que ce soit l'employeur vis-à-vis des collaborateurs, les collaborateurs vis-à-vis de l'employeur, pour partager à un moment donné de leur vie une aventure ensemble, plus ou moins longue, ça dépend de chacun, mais c'est cette représentation qui va sûrement être à l'ordre du jour dans les années qui arrivent. Monsieur Dupuis, vous nous avez entendu et écouté de façon très posée, et j'ose imaginer que vous avez une synthèse à nous proposer, ou est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que nous venons de présenter à l'auditoire? Non, je n'ai pas de synthèse à vous proposer. Le premier mot que je pourrais dire est un peu humoristique. Moi, je passe ma vie dans les hôtels. Donc, je vous remercie de tout ce que j'ai appris. Voilà, ça me permet de mieux gérer mes séjours. Savoir ce que je peux en attendre et pas en attendre. Parce que si on avait discuté technique, il y a des points sur lesquels je vous aurais dit là, il y a quand même des sacrés progrès à faire, y compris dans les 4-5 étoiles. Voilà. Bon. Alors, il me semble qu'il y a quand même une chose dont vous avez parlé et qui m'a beaucoup intéressé. Moi, je n'en avais pas parlé et j'aurais dû. Et heureusement, vous avez rattrapé ça. C'est la question du recrutement. Et effectivement, cette question du recrutement, elle est absolument essentielle parce que vous avez dit quelque chose
je retrouve, moi, dans tous les secteurs de l'économie, c'est il faut que je sois capable de deux choses. Il faut que je sois capable de recruter des gens qui ne viennent pas forcément de la profession dans laquelle je suis. C'est pas, voilà, et j'ai peut-être beaucoup à attendre de gens qui ont acquis une expérience ailleurs, dans d'autres professions, dans d'autres contacts avec le client, dans d'autres façons de faire, plutôt qu'effectivement me dire il faut absolument que je prenne celui qui vient de cet hôtel ou de cet hôtel. Là, je crois que vous avez défini une ouverture par rapport au recrutement qui est quelque chose d'absolument essentiel et encore une fois que l'on retrouve un peu partout aujourd'hui dans les activités économiques. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle vous avez insisté, c'est sur la capacité que devraient avoir ou dans l'avenir vont avoir ceux qui assurent le premier contact au client de gérer un maximum de choses et de gérer un maximum des attentes du client. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, je vais le reformuler comme ça, vous sortez un peu de la logique de ce que l'on a appelé longtemps le parcours client. Et là, le parcours client, c'est ben, j'allais au check-in, justement. J'allais au check-in. Et aujourd'hui, on veut à tout prix me faire le check-in à l'avance. Et moi, en tant que client, je suis contre. Je suis contre parce que dans le check-in à l'avance, je ne peux pas demander les choses que j'ai envie de demander. Bon. Mais ce n'est pas prévu dans l'ensemble de ce que l'on me propose. Mais néanmoins, je trouve que vous remettez de façon très positive en cause cette notion de parcours client avec quelqu'un qui est capable de gérer différents aspects de la demande du client. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça pénalise le client. Ce qui pénalise le client, c'est le fameux, mais attendez, ça, c'est pas moi, on va demander à un tel, ou mais ça, c'est pas moi, je fais moi, etc. Et ça énerve, ça pénalise le client de façon tout à fait considérable. Donc, vous voyez, il me semble que dans ce que vous avez dit dans votre discussion, puis dans les questions qui ont été posées par la salle, vous voyez, ça va dans le sens de ce que j'essayais de dire. Ces questions-là ne datent pas d'aujourd'hui. Deux, la situation aujourd'hui les met vraiment de façon forte sur le tapis, les met vraiment de façon forte dans la discussion. Et de ce point de vue-là, vous voyez, il y a un autre point aussi qui m'a frappé dans ce que vous avez dit et que je retrouve dans l'industrie. Vous voyez, par exemple, l'industrie, pour essayer de lutter contre ce qu'ils appellent les mafias des grandes écoles, c'est-à-dire quand vous avez un dirigeant qui vient d'HEC, il va chercher à recruter des gens qui viennent d'HEC, c'est ça. Là, dans l'industrie, on commence à renoncer maintenant, ou du moins on demande, dès que quelqu'un est embauché, que son parcours d'origine, son école d'origine soit supprimé du dossier. Et c'est supprimé du dossier de façon à ce que eh bien, le fait qu'il ait fait telle école ou telle école ne soit pas favorisé. Et quand je vous ai entendu parler, je vous ai entendu parler de même mouvement, de ce même type d'élargir votre palette de recrutement, votre palette de promotion, etc., etc. Et ça, vous voyez, si j'avais une remarque à faire sur ce que vous avez dit, ça m'a vraiment beaucoup frappé, la façon dont, pour utiliser cette expression, j'entends quand vous parlez tout ce que vous cherchez à faire pour ouvrir le jeu, si je peux dire ainsi. Et c'est quelque chose qui est vraiment formidable pour l'avenir de votre profession. Merci beaucoup. Donc vous voyez, ce sont des mots très encourageants, hein, puisqu'en fait, ce qu'on disait en introduction, c'est bien par votre mode de leadership que vous allez changer les règles. C'est parce que vous allez voir des choses que les autres ne voient pas dans la relation que vous voulez avoir avec vos collaborateurs, ceux que vous avez et ceux que vous allez recruter, que vous allez faire la différence, que vous allez apporter votre patte. C'est bien ça la grande différence entre le leadership et le management, c'est cette capacité à vous ouvrir, à vous remettre en cause et à avoir des représentations qui vont coller à l'ère du temps. Hein. Donc c'est votre génération qui allait être confrontée à ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure,
vous avez un magnifique boulevard devant vous. Avant de conclure, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que la salle a d'autres questions? Pardon, Oui, juste un truc sur le leadership. oui, bien Il y a sûr. le leadership que vous aurez sur les autres. Vous sortez d'une école qui vous a formé pour faire du leadership management. Mais il y a aussi le leadership, on en a parlé, que vous appliquerez à vous-même. D'accord? Avec vous, où vous voulez aller et comment est-ce que vous allez prendre le contrôle en fait de votre parcours professionnel. D'accord? Et ça, c'est hyper important aussi. Tout en s'adaptant en permanence. D'accord? Agilité. Exactement. Une question? Oui? Une question sur le chat, c'est Muriel qui déjà remercie notre intervenant, M. Dupuy, pour la qualité de son intervention et aussi tous les intervenants ici présents. Et elle demande quelles sont les réponses de ces restaurants, notamment dans les grands groupes, sur le règlement des heures supplémentaires aux salariés. Donc, Oui, allez. Oui. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, c'est un sujet qui est très largement aujourd'hui présenté par l'intersyndicale des ouvriers du secteur, tous syndicats confondus, et relayé aujourd'hui par les deux syndicats principaux du secteur, dont l'un s'appelle l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Le nom n'est pas tout à fait anodin. Il répond aussi tout à l'heure à ce qu'on disait sur la notion d'industrie et de besoin de processus. Donc, l'UMI comme le GNI sont aujourd'hui en discussion pour effectivement régler ce problème des heures supplémentaires, c'est-à-dire, probablement, alors ça c'est mon engagement personnel, mais ça ne concerne que, c'est la rémunération des heures sup au taux légal, c'est-à-dire les 4 premières à 25% et au-delà à 50%, en droit français. Ça, c'est effectivement une chose vers laquelle on va tendre et pour laquelle la décision devrait intervenir, à mon sens, dans le calendrier électoral qui est le nôtre, présidentiel j'entends, plutôt effectivement avril ou mai. Donc là, on aura ce phénomène donc, des remboursements, enfin du paiement des heures sup, pas la compensation, le paiement des heures sup. Et deuxièmement, effectivement, un regard beaucoup plus pesant sur la planification du temps de travail pour ne pas effectivement ouvrir trop sur des heures au-delà des 39 ou 42 selon les métiers qu'on fait. Donc il y a un phénomène là-dessus, donc paiement des heures supplémentaires, oui, probablement au taux majoré normal, 25%, 50%. À mon avis, c'est un schéma, ça qui... On devra aboutir ça en mars-avril, dans la deuxième round des négociations actuelles au niveau syndical et social. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. je pense que vous avez répondu, c'est pas ma question. D'accord, ok. J'ai répondu à la question, vous relayez, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la salle? Oui? Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de se regrouper en hôtel indépendant. C'est le cas sur Bordeaux, il y a un club des hôteliers indépendants qui est formé. En revanche, quels sont, quand on n'a pas de salariés pour booster le club, comment est-ce qu'on peut agir on n'a pas de plateforme, on n'a pas d'outils techniques, si j'en utilise à part le long mail et un WhatsApp, comment est-ce qu'on peut aller plus vite Vous me demandez à moi là ou... Non, mais, parce que c'est vous qui évoquiez tout à l'heure. monsieur Rabier a une Je peux répondre réponse. si vous voulez. Et puis après, vous... Deux éléments de réponse par rapport à ça. Alors, il existe juridiquement des groupements d'employeurs. Ça existe. Et il existe à Paris et région parisienne des groupements d'employeurs dédiés à l'hôtellerie, c'est-à-dire des entreprises qui vont salarier M. Dupont, et M. Dupont va travailler dans une entreprise 1, 2, 3, effectivement, alors à des rythmes choisis ou à des rythmes menés. Là, le groupement d'employeurs, parfaitement légal et ça avance bien. Il y a un deuxième élément, et c'est le mot de plateforme qui m'a fait réagir tout de suite. Les plateformes qui mettent en relation les employeurs et les employés, il y en a beaucoup. Employeurs et employés. Ah ben ça oui. Ah, je croyais que c'était les écoles. Non, on peut le faire aussi dans les trucs. D'accord. Ouais. Alors là, je fais très attention à ce que je dis. Alors. Je vais arriver sur un terrain particulièrement. Alors, la position que nous avons eue par rapport à certaines plateformes qui effectivement proposaient de mettre en relation des extras et les entreprises. Ils mettaient à disposition des entreprises des auto-entrepreneurs. C'est le statut. Okay. Là, nous nous sommes fortement opposés à ce type de pratique. C'est salariat déguisé, non? Parce que nous étions effectivement dans le cadre du délit de marchandage, salariat déguisé, etc., etc. Pas de lien de subordination, and so on. Bon. Nous avons appris pas plus tard que vendredi qu'un jugement de la Cour d'appel donnait raison à l'une de ces plateformes. Alors, nous allons, pas aujourd'hui, on va creuser ces situations pour savoir si oui ou non la jurisprudence a évolué par rapport à. Et je sais que pour les entreprises d'intérim en particulier, cette solution est particulièrement combattue. Mais il existe. Il existe dans la région PACA une plateforme initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice
qui met en relation les employeurs. Donc il y a plein de plateformes qui existent. Mais attention effectivement que ces plateformes ne soient pas des éléments déguisés, entre guillemets, pour prendre le terme d'avant, qui mettent en relation des gens auto-entrepreneurs. Alors, auto-entrepreneurs, vous l'êtes peut-être vous-même, hein, ça vous permet de gagner un peu de pognon, et ça, personne ne vous en voudra, au contraire. Sauf que le lien juridique entre celui qui va payer la facture, c'est même pas l'employeur, hein, et vous, est un lien extrêmement distendu et dangereux. Donc, pour l'instant, je mets très en garde par rapport à ces notions de mise en relation. Et alors, le dernier point par rapport aux plateformes, on a parlé de saisonnalité. C'est-à-dire qu'on aura toujours beaucoup d'offres d'emploi aux périodes de forte saisonnalité, et c'est pas ça qui va favoriser l'emploi d'eux. Hein, quand on a le festival de Cannes, festival de cinéma à Cannes, il est évident qu'on cherche sur Cannes et la région 2-3 000 personnes pour 15 jours. Et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Simplement une surenchère au niveau des salaires. Et ok, mais ça restera de l'emploi ponctuel. Et je crois que ça aussi, c'est un vrai phénomène pour lequel il va falloir qu'on réfléchisse longuement, c'est comment petit à petit on pourrait désaisonnaliser un peu l'emploi. Les tentatives sont nombreuses aussi. Hein. On a essayé effectivement de faire une double saison, ça ne marche pas. Été-hiver, on ne va pas de la montagne à la mer, sauf quand on est célibataire et qu'on a le sens de la fête, c'est très développé. Okay. Le sens de la fête au sens cinématographique du terme. Hein, parce que bon, mais à partir de là, effectivement, le reste, non, ça ne marche pas aujourd'hui. Conditions de vie, je peux être effectivement un saisonnier sympa, bien sûr, jeune, bien sûr, mais au bout d'un moment, j'ai plus envie de me taper ma famille, mes machins, scolarité, moi je ne joue pas. Donc on a aussi là, effectivement, besoin de penser à la désaisonnalisation d'activités, ce qui fera d'ailleurs beaucoup bouger des hôteliers comme ceux de Lourdes, deuxième ville française de l'hôtellerie, qui a construit son modèle économique sur 5 mois de travail par an. Bon, ils ont perdu quand même 4 millions de pèlerins cette année, mais bon, Covid aidant. Donc, oui, l'emploi saisonnier est aussi un élément sur lequel on travaille aujourd'hui, sur comment est-ce qu'on peut effectivement favoriser au mieux l'emploi de ça, et avec la problématique de la mobilité, qui est un mot qu'on utilise souvent, mais qui finalement n'est pas si facilement adopté par tout le monde. On a beaucoup de gens immobiles. Alors vous non, hein, mais beaucoup sont immobiles, on n'a pas forcément envie de quitter... allez, je cite encore une fois Romorantin pour renforcer mon... question sur le chat, c'est Julie qui demande voilà, la question de la RSE en termes d'avantages d'attractivité des nouveaux talents en quête de sens n'a pas été abordée. Est-ce que vous pourriez rapidement nous dire ce que vous en pensez? On n'a pas entendu parce que... La RSE, oui. La RSE. D'accord. Camille, peut-être Camille, oui. Alors moi je veux bien intervenir sur cette question. Ça n'a pas été abordé. Je pense que si dans tout ce qui est notion de sens au travail, est-ce que vous travailleriez pour Thales ou Airbus qui, pardon, hein, et qui fait des armes ou des obus? Moi personnellement non, comme l'industrie pharmaceutique. Parce que justement, voilà, les valeurs que portent, on parle de marque employeur, ces entreprises-là, pardon, ne sont pas en accord avec les vôtres. Donc la RSE, c'est important pour tout ça. Donc maintenant, surtout notre génération, on a besoin que ça ait du sens, on a besoin de savoir qu'on fait du bien à la planète, qu'on fait du bien aux autres. Vous voyez de plus en plus de partenariats entre des associations et des établissements. Ici, on est écolabel, par exemple. Ça, je pense, ça a plus de sens pour vous que ça a du sens pour nos parents. Voilà. Si je peux juste rebondir là-dessus, on est en train de préparer chez OSCO un rapport auquel on va interroger les gens qui sont sur OSCO, ceux qui ont voulu répondre ont répondu, ceux qui ne voulaient pas n'ont pas répondu. Vous avez un beau taux de réponse. Et la RSE, ça arrive vraiment pas dans les priorités des gens pour choisir en fait leur employeur. Alors je pense que, parce que moi quand j'ai cherché un travail, au début, la RSE n'existait pas. Oui. D'accord. Après il y a vraiment eu un pic. Je gérais un programme chez Intercontinental où on a mis une dimension RSE pour attirer plus de candidats et ça a marché très très bien. Et j'ai été super surprise honnêtement des résultats de ce survey. Et la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'un peu perdre ça pour se refocaliser sur des dimensions beaucoup plus personnelles de qu'est-ce que le travail m'a apporté à moi plutôt que comment je vais pouvoir contribuer à la planète. Alors, il n'y a pas que la planète dans la RSE, c'est responsabilité sociale. Oui. Voilà, il y a plein d'autres choses. Oui, tout ça, mais tout ce qui est RSE en fait. Et là vraiment, sur cette enquête-là, est ressorti, enfin, ça arrivait quasiment... Et moi, j'ai vraiment été très surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça en voyant ça, mais c'était dans les derniers points. Donc la question, on vous la retourne en fait. Est-ce que vous, une dimension RSE importante est importante pour vous dans le choix de votre future entreprise? Et franchement, honnêtement. Pas dans la première approche. D'accord.
Ok, oui, c'est ça qui ressortait de l'enquête, c'est exactement ça. Ouais. C'était vraiment une dimension plus personnelle, genre la flexibilité, etc. Et ensuite, on fait du bien à ce qui nous entoure. D'accord, ok. Bien, ben nous arrivons au terme de notre table ronde et je vais donner la parole à chacun de nos intervenants pour vraiment le mot de la fin, ce qui synthétise votre pensée sur la thématique, ce que vous voulez ajouter de plus, qui n'aura pas été dit. Camille? Mon mot de la fin, déjà, j'étais très contente d'être avec vous pour cette matinée-là. Et je vous invite vraiment, mais vraiment à think out of the box. Vraiment, penser en dehors de ce dont vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui ont besoin de traduction. Ah, pardon. Désolée, donc bon, je vais faire en français. Donc vraiment, pensez en dehors du cadre. Quand vous allez travailler pour de vrai, donc quand vous n'aurez plus un salaire de stagiaire, pensez, ok, comment est-ce que pendant mes stages, j'ai voulu être traitée? Parce que je suis sûre qu'au quotidien, vous êtes hyper frustrés par des choses. Donc vous, pensez à ça et c'est vous qui allez vraiment faire le futur, qui allez pouvoir innover et proposer des initiatives. Ça va pas être facile, mais essayez vraiment de le faire et tout est, enfin, on a encore plein de choses à faire. Donc Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ralui? C'est toujours compliqué de faire une synthèse aussi courte. Moi, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête. Il y a innovation d'abord, innovation ensuite, et peut-être innovation enfin. Alors, quand je dis innovation, ça veut dire qu'on est enfin rentré, alors je le dis encore une fois avec les cheveux blancs, on est enfin rentré dans le 21e siècle grâce au Covid, qui a été un accélérateur fantastique de situation, qui a permis de mieux se rendre compte qu'il y avait dans notre métier un retard hallucinant par rapport à... Mais hallucinant comme dans d'autres métiers, hein. C'est vrai dans le transport, c'est vrai partout ailleurs. Hein. On parlait d'Air France tout à l'heure et de la clé à molette qui traînait, ben, c'est pareil. Je crois qu'on est sur des schémas de ce type où l'innovation s'impose. Il va falloir effectivement que vous nous aidiez. Pour ça, il va falloir que l'on ait aussi confiance en vous. Il va falloir que vous gagniez notre confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, ouais. Ça se partage. Et ça, pour partager, il va falloir effectivement qu'on comprenne bien que vos cursus, vos personnalités correspondent à nos besoins à un instant donné pour faire un bout de chemin ensemble. Mais pas trop long. C'est un dernier point pour moi. Tout à l'heure, je disais, je ne crois pas à la gestion des carrières, et je confirme. Aujourd'hui, je suis convaincu effectivement que la durée de vie dans une fonction d'encadrement, elle est limitée dans le temps. Si on veut pouvoir effectivement y apporter tout son punch. On a observé, un DG aujourd'hui dans nos bazars, c'est 4 ans, maxi. Un DRH, 4-5 ans. Un DAF, 4-5 ans. Un directeur technique maintenance, 10 ans. Il n'y a pas d'autre raison. Voilà. Pour le reste, donc, gérez votre carrière, saisissez les opportunités, et puis bravo encore de votre engagement aujourd'hui par rapport à ça. Et merci de nous avoir écoutés. Lorana, un mot? Oui, moi je voulais vous remercier. C'était chouette d'être avec vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une interaction avec des étudiants d'école hôtelière parce que Covid oblige. On ne pouvait pas, donc ça fait très plaisir. Je pense qu'en parlant d'innovation d'école hôtelière, il y a une chose dont on n'a pas du tout discuté, c'est comment est-ce que l'école hôtelière doit se réinventer. Parce que le problème de l'industrie, je veux dire, la pépinière des talents de l'industrie hôtelière, ce sont les écoles hôtelières. Si l'industrie doit se réinventer, ça doit d'abord commencer dans les écoles hôtelières. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel vous devriez réfléchir, puisqu'on vous a dit, il faut que vous ameniez les solutions aussi à vos employeurs. C'est pareil, vous êtes étudiant d'école hôtelière, c'est à vous aussi de proposer des solutions pour que ce que vous percevez qui se passera dans le futur de l'industrie soit, si vous voulez, ait un impact ici dans votre formation, sinon vous serez outdated. Je ne sais pas comment on dit en français, alors dépasser, surpasser? Non, dépasser, ouais, dépasser. Voilà, d'accord. Et ça, il ne faut pas que ça vous arrive. Merci. Monsieur Dupuis, un mot de fin? Non, j'ai été très frappé, je dois dire, par l'attention de la salle à cette discussion, c'est-à-dire véritablement la concentration qu'il y avait dans cet échange entre la table ronde et le public qui l'a écouté. J'ai trouvé ça particulièrement frappant et particulièrement encourageant. Et je voudrais juste terminer en faisant une plaisanterie idiote et en vous disant que parler de mots de la fin à midi est particulièrement bienvenu. Merci.
Merci à nos intervenants de grande qualité. Merci à vous. Merci à vous. Le monde va changer avec vous. Portez-vous bien, faites-vous plaisir. Au revoir.